Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La première élection présidentielle gambienne post-Yaya Jammeh du 4 décembre 2021 donne une large victoire au président sortant Adama Barrow avec 53% des suffrages. Une victoire officialisée par la commission électorale mais contestée par 3 de ses adversaires. Les dirigeants du G5 Sahel adoptent la déclaration de Nouakchott sur l'éducation à l'issue d'un sommet tenu en Mauritanie. Objectif affiché, augmenter la part de l'éducation dans les dépenses publiques et dans le produit intérieur brut pour améliorer le secteur de l'éducation dans la sous-région. Et la 13e édition du festival de mode panafricain FIMA s'est achevée ce dimanche 5 décembre à Niamey au Niger. L'événement s'est clôturé sur un hommage porté à l'attention des peuples nomades à travers le continent. Sauf coup de théâtre, le président gambien Adama Barrow est reconduit dans ses fonctions. Le chef de l'État sortant et candidat à sa propre succession a remporté l'élection présidentielle du 4 décembre avec plus de 53% des suffrages d'après la commission électorale. Celui qui avait promis en 2016 de rester seulement 3 ans au pouvoir vient d'obtenir un nouveau mandat de 5 ans. Plus de détails avec Roberto Bogbe. Une élection à un tour remportée par un Adama Barrow qui se taille 53,2% des voix. Une mobilisation record marque cette présidentielle qui a drainé, selon les données de la commission électorale, près de 89% des électeurs dans les bureaux de vote ce samedi 4 décembre à travers la Gambie. Une Gambie que le président Adama Barrow s'engage à construire. Étant donné cette opportunité d'être choisi par vous, j'assure sincèrement à chacun d'entre vous que je ferai tout mon possible et utiliserai toutes les ressources à ma disposition pour faire de la Gambie un endroit meilleur pour nous tous. Une célébration de manière pacifique. C'est le mot d'ordre que le président Adama Barrow a tenu à passer à ses partisans, sortis célébrer la victoire par milliers dans les rues de cette jeune démocratie. Une consigne qui n'a pas eu de mal à passer, les perdants ayant appelé au calme malgré des accusations d'irrégularité qui, selon eux, ont entaché le scrutin. J'appelle tous les Gambiens, indépendamment de nos divisions politiques, à mettre de côté nos différences politiques et autres et à se rassembler en un seul peuple pour travailler au développement de notre pays. D'après les résultats globaux annoncés, Ousseynou Darboué, le principal concurrent et ancien mentor d'Adama Barrow, le président sortant, arrive loin derrière avec 27,7%, soit 238 253 voix. Mama Kandé et Essa Mbaye Fall, tout comme ce dernier, ont dénoncé la lenteur du processus et contestent les résultats déjà publiés. Ils comptent réfléchir à la suite à donner à leur démarche. Également dans l'actualité, au Bénin, l'opposant Joël Aïvo comparaissait ce lundi 6 décembre devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, avec 3 autres accusés. Tous ont plaidé non coupables concernant le chef d'accusation de tentative présumée de coup d'État portée à leur encontre. Ils sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État et blanchiment à Porto Novo. Rappelons que l'opposant béninois Joël Aïvo est en détention provisoire depuis bientôt 8 mois. La capitale mauritanienne, Nouakchott, a abrité les 4 et 5 décembre un sommet sur l'éducation au Sahel. Le thème de cette rencontre était « Le Sahel de demain se construit à l'école aujourd'hui ». Ce rendez-vous a débouché sur l'adoption de la déclaration de Nouakchott sur l'éducation, une loi visant à améliorer le secteur éducatif dans la sous-région. Plus de détails avec Joël Ballot. Malgré les avancées enregistrées au cours des 15 dernières années, le taux d'alphabétisme des jeunes dans le Sahel s'élève à 56,95% et reste l'un des plus bas au monde selon l'UNESCO. Aussi, avec l'adoption de la déclaration de Nouakchott, les pays du G5 Sahel visent le renforcement du système éducatif qui bénéficie depuis janvier 2021 d'un investissement de 11,5 millions de dollars.
Depuis 2012, plus de 1600 écoles ont fermé dans le nord du Mali, privant ainsi plus de 3 millions d'enfants en âge d'aller à l'école. Nous assistons à la baisse des investissements dans le secteur de l'éducation liés au programme d'ajustement structurel en tant que tel. Et aujourd'hui, le taux d'alphabétisation en Afrique, c'est 56%. Donc la véritable question qu'on se pose, est-ce qu'il est possible d'avoir aujourd'hui 2 personnes en âge de travailler sur 3 qui pourront alors répondre aux défis de développement de nos pays qui restent largement en retard par rapport à l'agenda économique international? Dans la perspective d'un avenir meilleur pour les jeunes sahéliens, la déclaration de Nouakchott identifie 3 objectifs fondamentaux. Améliorer la qualité des apprentissages, augmenter la participation des filles à l'enseignement secondaire, renforcer les compétences de base et l'alphabétisation des jeunes adultes qui ont quitté l'école. L'objectif est de faire de l'école un gage d'intégration pour les générations et redonner force et confiance à la jeunesse. Compte tenu de l'urgence de relever les défis qui se posent au système éducatif dans les pays du Sahel, nous allons intensifier notre appui au secteur dans son ensemble avec un accent particulier sur l'accès équitable à l'éducation et au renforcement de sa qualité. L'expérience internationale démontre que si les réformes sont mises en œuvre de façon coordonnée et inclusive, les réussites sont possibles. Même si au cours des 15 dernières années, la zone du Sahel a réalisé des progrès en doublant pratiquement le taux d'inscription de l'enseignement primaire et en triplant celui de l'enseignement secondaire, elle doit encore surmonter de nombreux défis pour offrir l'accès universel à l'éducation et une instruction de qualité à l'ensemble de sa jeunesse. Dans le reste de l'actualité, le patrimoine mondial de l'UNESCO a un nouveau directeur à sa tête. Il s'agit du Camerounais Lazare Elundu Assomo. Il devient ainsi le premier Africain à accéder à ce poste. Entré à l'UNESCO en 2003, il a notamment été à la direction du secteur culture et situation d'urgence de cette institution. Notons qu'actuellement, 1154 sites sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La zone de libre-échange continentale africaine est bel et bien en marche. La deuxième puissance économique du continent africain, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, première économie francophone de la CEDEAO, ambitionnent de renforcer leurs échanges commerciaux. Et c'est dans ce contexte que s'est tenu les 2 et 3 décembre un forum économique Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Les explications de Ange Doménio. Le patronat ivoirien et sud-africain font chemin ensemble. Les 2 pays ont scruté les opportunités d'affaires qui s'offrent à eux à l'occasion de la visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire. Plusieurs pistes ont été explorées, notamment sur le plan de la transformation des produits agricoles et l'amélioration des services financiers. L'Afrique du Sud demeure un partenaire économique de choix pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Il faut noter qu'en 2020, l'Afrique du Sud s'est positionnée comme le 2e pays client de la Côte d'Ivoire. Et les échanges commerciaux entre nos différents pays ont porté notamment au niveau de l'export pour la Côte d'Ivoire vers l'Afrique du Sud sur le caoutchouc, le cacao transformé, la noix de cajou, des produits plastiques et l'huile palmiste. Une implémentation réussie de la zone de libre-échange continentale nécessite des règles d'origine qui produiront des valeurs ajoutées pour le continent africain. La zone de libre-échange continentale est bien en marche, en témoigne ce forum économique qui réunit 2 pays du continent. Mais pour qu'elle soit effective, beaucoup de paramètres doivent être réglés, notamment au niveau des frontières. Le souci qui s'est posé à nous également, nous pouvions acheter des équipements, mais comment transporter ces équipements jusqu'à une destination dans nos différents pays? Nous n'avions pas les coûts des transports, les coûts de dédouanement, donc c'est ce qui nous a freinés. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud s'élèvent à 640 millions de dollars en 2020, selon des études. L'Afrique du Sud a un marché de consommation de plus de 60 millions d'habitants et importe déjà de la Côte d'Ivoire le caoutchouc, la noix de cajou, le bois et le cacao transformé. 11 ans après sa création, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UE, MOA, continue de jouer un rôle déterminant dans la promotion de l'accès au logement abordable par les populations à revenus modestes dans les pays de l'Union. Un nouveau financement va être déployé pour répondre au déficit de logement. Cette opération concernera pour l'instant 1800 ménages, un sujet de Nathalie Moho.
Offrir un logement décent à la classe moyenne ouest-africaine, c'est l'objectif de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA, CRRH-UEMOA. L'agence sous-régionale souhaite résoudre les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l'accès au logement en Afrique de l'Ouest. 1800 foyers vont ainsi bénéficier de financement à long terme de la CRRH-UEMOA. Il est donc important qu'à défaut d'avoir la maison de ses rêves, on puisse avoir la maison que l'on peut pour commencer, quitte à l'améliorer, etc., comme nous savons le faire traditionnellement. Et de ce point de vue, l'accent que nous mettons sur l'habitat abordable est une priorité qui correspond aux exigences de la sortie post-Covid. La CRRH-UEMOA a amélioré son capital risque au fil des années. C'est forte de la confiance gagnée auprès des partenaires au développement que l'entreprise ouest-africaine peut se lancer dans des projets immobiliers à l'échelle des 8 pays de l'espace UEMOA. Comme c'est notre cas, les 4 dernières années, nous avons les notes de 2A+, à long terme, A+, à court terme, qui sont les meilleurs notes de émetteurs sur le marché financier régional. Cela envoie le signal très clair à tous les grands investisseurs institutionnels qu'on peut nous prêter, y compris à des taux d'intérêt qui sont bien plus faibles que ceux auxquels on prête à des États. L'UEMOA fait face à un déficit de logement estimé à environ 3,5 millions. Un écart qui pourrait se creuser davantage avec la croissance démographique et l'urbanisation annuelle dont les taux se fixent respectivement à 2,5% et 3,5%. Les rideaux sont tombés ce dimanche 5 décembre sur la 13e édition du FIMA, le Festival international de mode panafricaine à Niamey au Niger. Ce grand rendez-vous s'est achevé sur un hommage porté à l'attention des peuples nomades. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Les festivités entrant dans le cadre de la 13e édition du Festival international de la mode en Afrique, FIMA, ont pris fin ce 5 décembre 2021. Au stade général Séni Kounté de Niamey, avec le grand défilé des 5 continents. Une occasion pour les grands créateurs du continent de mettre en avant la culture africaine et son potentiel artistique dans l'univers des textiles et lui offrir la possibilité de s'installer de façon durable sur la scène mondiale. C'est un plaisir d'avoir le monde culturel africain, un plaisir de donner une dimension à ce que les Africains savent faire, la création africaine. Un plaisir de voir que les grands créateurs africains sont là, européens sont là, turcs sont là, espagnols sont là, de montrer que l'Afrique aussi est capable de faire de la mode et que la mode est une industrie qui peut apporter beaucoup pour le continent. On est dans un site superbe. Chaque soir, nous avons 10 000 personnes. C'est extraordinaire. Les lauréats des différents concours traditionnels du festival, particulièrement dédiés aux nouveaux créateurs de demain, modélistes, couturiers et mannequins, ont été récompensés au cours de cette dernière nuit. 10 candidats provenant de différents pays africains présélectionnés ont présenté pendant les 5 nuits qu'a duré les festivités leur création. J'ai rendu mon image, ça s'appelle la traversée du désert. Ma création, c'est les broderies. Ma création, c'est rendre hommage au peuple nomade que je suis, au peuple Touareg, les broderies, les couleurs du nord, les couleurs du sud. Amener les gens ensemble parce que j'ai voulu démontrer par A plus B que ce que l'Europe fait, on le fait plus. En 23 ans, le FIMA a toujours œuvré pour la promotion de la mode et du tourisme sur le continent. Le Festival international de la mode en Afrique, c'est aussi la musique. Plusieurs artistes du continent ont, à travers leurs chansons, tenu en haleine le public. Pour rappel, cette 13e édition du FIMA, dont le thème est « La mode, dynamique de paix vers l'intégration touristique et culturelle de l'Afrique », a mis l'honneur sur la Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.